Merci. Ça va, ça a été bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je voulais commencer par remercier l'association, l'organisation collectif Haïti de France pour son invitation à venir participer à cette journée consacrée aux 10 ans du séisme en Haïti. Comme je le dis toujours, c'est toujours un réel plaisir et même un honneur en fait de prendre la parole comme cela devant le public pour partager avec lui le fruit en quelque sorte de mes réflexions depuis quelques années sur Haïti. C'est une bouteille donc à la mer, un petit coup d'eau dans l'océan, mais je pense que c'est important de participer, d'apporter sa petite pierre comme ça donc à l'édifice, parce que sans réflexion, sans analyse, on ne peut pas agir efficacement. Donc c'est important de s'intéresser donc au travail effectivement que font les intellectuels, les scientifiques que nous sommes, en tout cas ceux qui, comme moi, comme Frédéric Thomas tout à l'heure, je parlais d'ailleurs un petit peu de lui dans ce qu'il a fait comme travaux aussi, donc dans ce que j'aurai à voir avec vous. En fait, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est la suite en fait de ce travail que j'ai proposé dans cet ouvrage qui s'intitule Haïti changé d'air, un ouvrage qui est sorti en 2016 mais qui est plus que jamais d'actualité. Et j'ai poursuivi le travail et un prochain ouvrage devrait paraître bientôt. En fait, aujourd'hui, le sujet, pour moi, c'est ce que j'appelle l'urgence écologique. Et quand je dis urgence écologique, c'est vraiment dans toute cette dimension, sa dimension politique, sociale et économique. Et je vais m'attarder davantage sur effectivement ce que je propose comme quelques pistes pour envisager l'avenir. Je le dis tout de suite, je n'ai pas de solution toute faite, clé en main. Ce ne sont que quelques pistes, bien entendu, en fonction de ce qui se passe aussi en Haïti et en s'inspirant aussi de ce qui se passe dans d'autres pays, à l'image d'Haïti, notamment des pays africains. En fait, il y a 4 points que je voudrais évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, un pays extrêmement vulnérable au désastre climatique. Deuxième point, je vais aller un petit peu vite, puisque j'imagine, en fait, j'en ai entendu des choses tout à l'heure sur les pouvoirs publics en Haïti. C'est les pouvoirs publics en impuissance et irresponsabilité, notamment dans tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Une question qui, de mon point de vue, est tout à fait d'ordre politique et moral. Et enfin, ici, le point le plus important, de la nécessité d'un changement de paradigme. Alors, ces 4 points, en fait, je les rassemble sous un titre pour aujourd'hui, et c'est aussi ce que je compte faire donc, prochainement, en fait, ce que je propose dans l'ouvrage qui paraîtra aussi, c'est urgence écologique, les pouvoirs publics sont-ils à la hauteur des enjeux? En fait, j'ai trouvé important de mettre l'accent sur cette question-là, non seulement parce qu'on est en train de réfléchir sur les 10 ans du séisme, parce que tout simplement, il y en a eu pas mal d'autres catastrophes naturelles après le séisme, et on a vu effectivement l'état dans lequel se trouve Haïti encore, ce qui veut dire quand même que rien n'a quasiment été fait. Et pourtant, en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent l'actualité haïtienne, le 25 septembre 2017, en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était à New York. Donc, le président tête Calais 2, je l'appelle comme ça, Jovenel Moïse, a estimé, a trouvé en fait au sommet annuel du Concordia, c'est un sommet qui réunit des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des congressmen américains, d'influents responsables d'agences comme la USAID, de la Banque mondiale, Microsoft, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a trouvé que Haïti était mieux préparé qu'avant 2010, donc avant le séisme, pour faire face aux désastres naturels. Il l'a dit. Il l'a dit.
Et là, tout de suite, je me suis dit, en fait, qu'en est-il de la réalité? Parce qu'il y a quand même des experts qui travaillent sur ces questions-là, que ce soit des Haïtiens ou autres. Et donc, je me suis intéressé à la question, et c'est pour ça que je commence par la partie « Un pays extrêmement vulnérable au désastre climatique ». J'ai lu pas mal là-dessus, et il y a notamment le spécialiste Richner Noël, qui nous dit quelque chose de très important. J'ai voulu commencer par cela. J'en aurai quelques citations pour illustrer tout ce que je vous dis, parce que c'est important. Dans un article qu'il a publié, un article scientifique, il dit « Le pays est dans un état dit de vulnérabilité permanente, lié au risque d'inondation, de glissement de terrain, de pollution, d'érosion, etc. En milieu rural, le déboisement, le morcellement des terres, les mauvaises pratiques de culture, l'érosion et la dégradation des bassins versants sont inquiétants. » Et ça reste encore très inquiétant aujourd'hui au moment où on en parle. Si bien qu'il y a à peine 6-7 ans, c'était en 2012, 2 ans donc après le séisme de 2010, je rappelle, vous l'avez dit, on parle de 300 000, de 200 000. Moi, je me suis appuyé sur le chiffre d'un journal, donc une revue scientifique très reconnue, très importante, notamment dans le domaine de la santé publique, c'est le Lancet. Donc, je pense que certains d'entre vous ici connaissent cette revue-là. Le Lancet a parlé en fait de 200 000 morts pour le séisme, 280 000 logements endommagés et 1,5 million de déplacés. C'est un article qui est sorti en 2014 dans le Lancet. Et donc, pour comprendre ce qu'on est en train de dire, 2 ans après ce séisme-là, l'ouragan Sandy a replongé Haïti dans la détresse sanitaire et alimentaire. Là encore, c'est important de parler des chiffres, j'aime pas trop citer trop de chiffres, mais c'est important pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Au moins 52 morts, Sandy, 15 disparus, 19 blessés, de nombreuses plantations détruites, des routes coupées, 18 000 sans-abri. Et cette année-là, il faut le noter aussi, la couverture végétale du territoire s'est réduite à environ 2%. Environ 15% si l'on tient compte des cultures arborées. Et la dégradation des bassins versants liée au déboisement est sans doute la cause principale des inondations qui provoquent de nombreux dégâts matériels et humains lors de fortes précipitations. On va y revenir, mais vous voyez déjà que, en fait, ce sont des éléments concrets, factuels. Si on a des institutions qui fonctionnent, si on a des gouvernements qui travaillent, qui sont sérieux, normalement, ils prennent à bras-le-corps ce genre de problème-là, et vous avez des experts, tout simplement, des techniciens, des ingénieurs, donc à mettre sur la question pour pouvoir y répondre. 4 ans plus tard, en 2016, dans le Grand Sud, une partie de l'ouest du pays, la Gonave en particulier, le bas nord-ouest et le haut Artibonite furent ravagés par l'ouragan Mathieu. Avec des rafales de vent à 250 km/h et des pluies torrentielles, là encore un très lourd bilan, 456 personnes tuées, 150 000 sans logement, 100 portés disparus, 439 blessés d'après les études. Et l'économiste Andersonville, qui s'est basé, donc qui s'est appuyé sur les données de l'UNICEF, nous dit que du côté alimentaire, la situation est aggravée avec 1,4 million de personnes en besoin alimentaire d'urgence et environ 112 000 enfants sujets à la malnutrition aiguë globale. Et il poursuit et précise, sur le plan économique, le coût de la catastrophe est énorme. Je ne vais pas beaucoup parler, en fait, c'est paradoxal, mais je ne vais pas beaucoup parler apporter de chiffres macroéconomiques, etc. en tant que tel, mais je vais quand même signaler ici que les évaluations ont fait état d'une perte de près de 2 milliards de dollars, soit l'équivalent, écoutez bien, du budget national de l'année fiscale en cours. Et la perte des productions agricoles locales a contracté donc l'offre domestique qui, du même coup, a conduit à un enrichissement des prix internes. Et là, on a eu un taux d'inflation très très important, à l'époque qui était de 14%, et depuis, le taux d'inflation a grimpé de près de 20% en Haïti. Nous avions un taux de change
$1 américain qui équivalait à 70 gouttes haïtiennes, désormais on est près de 100 gouttes pour $1. En 2018, le 6 octobre 2018, un séisme, il y en a eu d'autres, pas de même ampleur que celui du 12 janvier 2010, mais il y en a eu quand même, d'une magnitude de 5,9 a frappé les départements du nord-ouest, du nord de l'Artibonite, et a engendré d'importants dégâts, là encore, 15 morts, 332 blessés, 168 logements détruits, 2280 endommagés. C'était important pour moi de commencer par ces chiffres-là. Pourquoi? Pour se demander en fait comment les différents gouvernements ont-ils réagi face à cette urgence. C'est très important. Et donc, pour vraiment résumer la deuxième partie, je dirais tout simplement que ces différents gouvernements, et là, quand on regarde, on peut remonter à Préval, René Préval, donc 2006-2008 par là, et on va arriver à 2010, il était en fin de mandat, et on a vu comment il s'est comporté, même si les Clinton et autres étaient indignes aussi dans leur comportement vis-à-vis du président qu'il était, René Préval. Ces différents gouvernements, de Préval à Jovenel Moïse, en passant par Martelly et Jospin Briver, qui était un président de transition, en quelque sorte ont fait preuve d'impuissance et d'irresponsabilité. Je dis impuissance et irresponsabilité parce que tout simplement, alors que les données sont connues, alors que les chiffres sont alarmants, alors que le bilan ou les différents bilans sont très lourds, quasiment rien n'a été fait. Il faut noter que le problème ne date pas, bien entendu, d'aujourd'hui ni d'hier. Il est bien récurrent, mais vraiment récurrent, et de mon point de vue, de plus en plus grave. À chaque catastrophe naturelle, qu'est-ce qui se passe en fait? Que ce soit cyclone, ouragan, inondation, c'est le même spectacle. Lequel la protection civile, parce qu'il y a la protection civile quand même en Haïti, qui a une mission régalienne, qui est une mission régalienne de l'État, à vocation interministérielle et transversale. Je me suis renseigné, c'est inscrit dans les textes, qui relève donc du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, est complètement dépassée. Elle est complètement dépassée et ne semble absolument pas disposer de moyens adéquats et suffisants pour répondre aux risques et désastres naturels. Les experts l'ont dit, il y a des articles aussi là-dessus. Pendant ce temps, la population est livrée à elle-même. Et la désolation est partout. C'est vrai qu'il a été dit tout à l'heure que les Haïtiens ont fait preuve d'une solidarité exemplaire lors du séisme du 12 janvier 2010. Mais il faut reconnaître tout simplement que ça n'a pas trop duré malheureusement. À un moment donné, c'était quand même presque chacun pour soi parce qu'il fallait tout faire pour trouver une solution à ces différents problèmes qui se posaient notamment en termes de relogement. Il y a beaucoup de gens qui étaient sous des tentes. Et donc la désolation, bien entendu, était partout et reste encore partout jusqu'à présent au moment où on est en train de parler. J'aime bien citer aussi quelques romans. Quand je fais ce genre d'intervention, vous avez une romancière comme Kathleen Mars qui a écrit là-dessus, aux frontières de la soif notamment. Elle parle justement des gens qui sont sous les tentes en Haïti et je pense que c'est intéressant de voir que, y compris chez nos romanciers, il y en a qui, bien entendu, je dirais, apportent aussi leur grain, leur petite pierre aussi à l'édifice. Dany Laferrière, que vous connaissez, bien entendu, a aussi parlé de cette question-là. J'ai entendu parler des ONG tout à l'heure, et c'est intéressant parce que l'aide internationale, dont je parle aussi dans l'ouvrage, est acheminée, vous le savez, en quelque sorte, à chaque fois sur les lieux de la catastrophe. Ce sont des ONG dites, entre guillemets, spécialisées, ou non d'ailleurs, qui s'affairent rapidement à occuper l'espace pour venir faire quoi? Selon le discours convenu, bien entendu, soulager la souffrance des populations locales. C'est toujours le même discours. Mais en réalité, si quelques organisations réalisent effectivement un travail humanitaire, voire d'aide à la reconstruction, il y en a quand même, dans les zones affectées, la majorité d'entre elles, plutôt affairistes, en profitent pour renforcer leur position dans le pays, aussi implantée par pur opportunisme. Il y a un ouvrage là-dessus qui essaye ou du moins qui nous montre que désormais, l'humanitaire est considéré comme un business comme les autres. Il y a un plus de point d'interrogation.
Et c'est là, effectivement, ça a été dit aussi, je crois, tout à l'heure, que l'aide humanitaire devient non seulement un business comme les autres, mais est considérée de plus en plus comme une forme d'action teintée, en quelque sorte, d'une forme de néocolonialisme aux yeux de certains observateurs. Ce n'est pas trop fort de le dire, même si à chaque fois, bien entendu, on pense à Césaire quand on dit ce genre de choses. Ce qu'il faut noter aussi, quand on parle d'Haïti, avant que j'arrive tout à l'heure à quelques pistes, comme je l'ai dit, il faut quand même noter que, à côté d'Haïti, pas très loin, Cuba, c'est un pays exemplaire en matière de réponse aux catastrophes naturelles. Cuba a tout un dispositif pour répondre justement aux catastrophes naturelles. Il y a une comparaison assez intéressante à voir en 2008, là où Cuba n'a eu à déplorer que, entre guillemets, si on veut, 7 décès lors des 2 ouragans Gustave et Ike, ou Ike, je ne sais plus comment on l'appelle, grâce aux évacuations préventives massives des littoraux effectuées par les autorités, ce qui a permis d'épargner la population. En Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu presque 570 personnes. Êtres humains donc perdus durant la saison cyclonique de 2008. Vous voyez la comparaison? Comparaison n'est pas raison, mais c'est intéressant de voir à ce niveau-là. Ce qui traduit là encore la faillite de l'État haïtien dans la planification et la mise en œuvre de mesures structurelles appropriées, incluant les collectivités locales à chaque saison cyclonique. Et pourtant, c'est aussi important de noter, de faire savoir qu'il y a quand même, en Haïti même, quelques compétences que l'État aurait pu mobiliser pour répondre aux problèmes posés. Et il y en a notamment au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, au ministère de l'Agriculture, donc de l'Environnement, des Travaux publics et télécommunications. Et il y en a aussi au ministère de la Santé et de la Population et même au ministère de l'Éducation. Rapidement, j'ai dit une question d'ordre moral, de politique et morale, vous l'avez compris. En fait, pour faire court, on ne fait rien, quasiment rien. On attend que l'international, entre guillemets, arrive avec des solutions toutes faites. Et vous savez très bien ce que ça donne. Ça donne, bien entendu, des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions. Les gens sont encore donc, en attente, bien entendu, d'actions concrètes pour répondre à leurs problèmes. Vous avez des cas de corruption qui impliquent non seulement des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs internationaux. Ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est quand même dramatique, c'est que nous sommes dans un pays où on peut avoir quelqu'un qui était une sorte de saltimbanque avant, et puis qui arrive comme ça, sous la bannière de réponse paysan. Je veux parler bien entendu de Michel Martelly, et qui a été élu, qui a été placé là, vous savez, dans les conditions que l'on sait. Mais il a quand même eu un programme, n'est-ce pas, entre guillemets. Il a appelé ce programme-là, c'est un programme à 5 E, n'est-ce pas? Et dans ces 5 E, il y avait environnement parmi les 5 E. Et on connaît la suite, n'est-ce pas? Je ne vais pas détailler ici. Rien n'a été fait. À chaque fois, on renforce, on augmente le budget du Palais national, bien entendu donc de la famille, des amis, etc., donc, qui viennent s'engraisser sur la bête. Et pendant ce temps, les ministères de l'Environnement, notamment de l'Agriculture, de l'Éducation, ne reçoivent que des cacahuètes, comme dirait l'autre. Et en ce qui concerne Jovenel Moïse, pareil, il s'est présenté comme fils de paysan, et paysan lui-même. Et là aussi, vous avez quand même, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qu'il a dit? À un moment donné, dans une sorte de folklore en fait qu'il nous a préparé, il a parlé d'un vrai programme de gouvernement, n'est-ce pas? En premier temps quoi? De mettre ensemble, je cite, les rivières, le soleil, la terre et les gens pour développer de façon durable le pays. Vous voyez comment nous avons des comédiens, comme dirait donc, Graham Greene, donc en Haïti. Il a publié ce livre en 1956-57 de mémoire, et nous sommes encore face à des comédiens chez nous. Et donc pour moi, tout en étant chercheur, scientifique, intellectuel, tout ce que vous voulez, je prends aussi position, à partir bien entendu de données, pour dire qu'il faut que ça cesse. Et quand je dis qu'il faut que ça cesse, il faut que ça cesse parce que, bien entendu,
nous avons la possibilité de renverser donc, la table, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des hommes et des femmes aussi inconséquents à la tête du pays, un personnel politique aussi cupide et corrompu, et peu soucieux du bien-être de la population. Et comme je l'ai dit, une population qui vit malheureusement depuis des lustres dans des conditions infrahumaines. Et donc il faut une prise de conscience collective et une véritable révolution des mentalités, ça a été dit tout à l'heure, et j'insiste sur révolution pour faire écho à ce qu'a dit Jacques Nézy tout à l'heure, parce que c'est très important et c'est plus que nécessaire pour vraiment arriver à changer le cours des choses. D'où les quelques pistes, excusez-moi d'avoir peut-être été un petit peu long pour les premières parties, d'où la nécessité pour moi de changer de paradigme. Quand je dis changer d'air, effectivement R, E, accent grave, R, E, de changer de paradigme, donc de modèle, et donc de changer d'air, comment? En fait, je m'inspire, j'essaie en tout cas de m'inspirer des travaux, à la fois des sociologues, des politistes, mais aussi des philosophes. Nous avons un philosophe d'origine indienne, qui a été prix Nobel, entre guillemets, parce qu'on ne dit pas prix Nobel d'économie, mais je dis quand même prix Nobel, entre guillemets, d'économie, et qui propose depuis assez longtemp une approche dite en termes de capacité, avec une autre philosophe, Martha Nussbaum, et je parle du premier philosophe, c'est Amartya Sen, et c'est très très intéressant. J'ai vu une personne être d'accord avec moi là-dessus, c'est bien, on va en discuter après si vous voulez. C'est très intéressant parce que c'est une réflexion philosophique, mais qui s'appuie sur des choses concrètes de la vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il nous dit, à partir de la définition du développement durable, qui est de répondre aux besoins des générations actuelles, sans compromettre la possibilité de répondre à ceux des générations à venir, Sen, en fait, nous propose, avec Martha Nussbaum, de partir sur une réflexion qui consiste à parler non pas de développement durable, mais de développement socialement durable. Et c'est très intéressant. Ce développement socialement durable peut toujours garantir aux générations présentes et futures l'amélioration des capacités de bien-être, c'est-à-dire en termes sur le plan social, économique ou écologique, à travers quoi en fait? À travers la recherche de ce qu'on appelle l'équité d'une part, mais aussi de la distribution entre les générations ou à l'intérieur des générations surtout, de ces capacités. En fait, quand il dit capacité, c'est quoi? C'est capacité à faire et capacité à être dans les différentes dimensions de l'existence des gens. Sur le plan économique, par exemple, c'est les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions de travail, etc. Sur le plan social, c'est l'accès aux soins et à l'éducation. Sur le plan politique, c'est la participation aux décisions. On sait très bien comment ça se passe dans les pays comme en Haïti. C'est je décide, ils exécutent, le président parle, point barre. Voilà, c'est de l'autoritarisme, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas loin depuis quelque temps de la situation dictatoriale qu'on avait. J'exagère peut-être, mais on a quand même un apprenti dictateur en Haïti actuellement, il faut faire attention. Les capacités, c'est aussi sur le plan culturel. L'implication dans les traditions vivantes. En Haïti, les traditions vivantes se meurent petit à petit, si on observe bien. Et sur le plan éthique, c'est l'acquisition d'un système de référence et de normes. Tout ceci, mis ensemble, permet d'avoir une approche en termes de capacité pour envisager un changement en Haïti, un changement durable, un redressement, un relèvement du pays. Et plus concrètement encore, pour parler de développement socialement durable et non pas seulement de développement durable, je pense, et c'est la piste, en fait, c'est l'approche que je propose avec quelques pistes, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et pour moi, c'est très important. C'est ne pas accepter comme solution toute faite des solutions du Fonds monétaire international, des solutions de la Banque mondiale, qui ont échoué, des stratégies qui ont échoué un peu partout, et ce n'est pas moi qui le dis seulement, c'est notamment, entre guillemets, encore une fois, un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui le dit dans ses ouvrages, La Grande Désillusion, et d'autres après, à partir de ce qu'il a fait comme recherche dans les pays en Afrique, en Asie, et bien entendu en Amérique latine, et y compris dans les Caraïbes. Et pour moi, cette approche en termes de développement socialement durable, avec l'économie sociale et solidaire au cœur justement de notre stratégie à mettre en place, il faut impliquer
les collectivités locales haïtiennes là-dedans. Mais pour impliquer les collectivités locales haïtiennes, il faut vraiment les réformer, ou du moins les mettre en place effectivement, parce qu'elles n'existent quasiment pas, en quelque sorte. Tout se passe à Port-au-Prince au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, quelques pistes concrètement, l'agroécologie par exemple, qui vise à transformer radicalement les systèmes agricoles et alimentaires et s'oppose à un modèle conventionnel tourné vers l'exportation et qui considère que cette transformation est nécessaire donc pour relever les défis environnementaux et sociaux. On pourra développer tout à l'heure si vous voulez. Je précise que c'est une stratégie, c'est une piste qui est en cours déjà en Haïti depuis quelques années, notamment dans le Nord, en partenariat avec l'économie circulaire. En fait, c'est le réemploi et la transformation de déchets ou d'objets usagés en nouveaux biens de consommation durables. Et c'est intéressant parce que ça crée de la richesse et des emplois durables, mais aussi plus de liens sociaux. On en a besoin de plus en plus en Haïti et un rapport plus équilibré au vivant. Ensuite, l'insertion par l'activité économique. C'est aussi, ça existe, mais il faut renforcer tout ça en Haïti. Nous avons notamment une organisation comme Fonds Causé, Fondation pour les Épaules, qui, avec notamment l'association pour la coopération avec la micro-entreprise, mettent en place ce système-là et qui implique des femmes, les personnes les plus vulnérables, les femmes notamment, particulièrement les femmes, par la création d'emplois dans les structures dédiées, donc les très petites entreprises. Et vous avez le financement solidaire. Le financement solidaire à travers le renforcement de ce que je propose, des coopératives d'épargne et de crédit. Bien sûr, je sais que vous allez me dire en 2002, il y a eu des problèmes, mais ça a été, donc c'est résolu depuis, et il y a quand même vraiment des avancées considérables en Haïti. Si beaucoup de familles arrivent à tenir, c'est bien entendu grâce, ça a été dit tout à l'heure, et c'est juste, grâce aux envois de fonds, au transfert de fonds de la diaspora, mais c'est aussi parce que vous avez des coopératives en Haïti qui fonctionnent, et qui fonctionnent mieux à partir d'une gouvernance démocratique que l'on n'a pas au niveau étatique. Et je pense que c'est important de le signaler. Il y a des exemples comme Success, donc à Jacmel. Et donc, je dis cela parce que nous avons en fait des solutions chez nous. J'ai entendu parler de Combit tout à l'heure. Là encore, Jacques Koumé en a parlé dans le gouverneur d'Arosé. Le combitisme, le Combit en Haïti, c'est quelque chose qui existe depuis. Et les coopératives s'inspirent du Combit, bien entendu, pour pouvoir effectivement aider les gens, contribuer au développement économique, social et solidaire du pays. Et donc c'est pour ça que je pense que, comme le dit l'économiste Serge Latouche, il faut privilégier le localisme en Haïti. Le localisme, c'est vraiment s'inspirer de ce qui marche, parce qu'il y a des choses qui marchent chez nous. Mais on en parle très peu, on n'en parle pas du tout. C'est important de le faire, parce qu'on a l'impression qu'on arrive sur un terrain vierge alors qu'il y a des choses qui se passent dans le pays. Et donc, pour finir, je finis. Je dirais tout simplement que si on veut répondre de façon pérenne à l'urgence écologique à laquelle est durement confronté un pays comme Haïti, et briser donc ainsi la chaîne de la dépendance politique, économique et sociale du pays, il faudra absolument, impérativement, faire preuve non seulement de volontarisme politique, mais aussi d'audace et de leadership incontestable pour être à la hauteur des enjeux. Autrement dit, il est plus que temps de changer de paradigme, de changer d'air, et comme on dit en créole, pas gain ou pas boire. Je vous remercie de votre attention.